Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Lyon Mac TV pour un nouveau numéro de Lyon Politique. À mes côtés, Raphaël Ruffier-Fossoul, Damien Gouy-Perret et l'ancien élu écologiste lyonnais Étienne Tête. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. 3 sujets sur lesquels nous allons débattre aujourd'hui, le RER à la lyonnaise, la hausse des abonnements TCL et puis la transformation progressive des élus écologistes. Notre premier sujet, c'est donc ce qui nous a occupé toute la semaine depuis l'annonce dimanche soir d'Emmanuel Macron sur sa volonté de lancer des RER dans 10 agglomérations françaises. Alors aucun nom n'a été cité, mais tout le monde part du principe que Lyon en fera partie. Aucune voix ne s'est élevée contre ce projet, c'est plutôt sur sa faisabilité et sur son financement que beaucoup ont des doutes. Pour vous aussi, messieurs, le RER, c'est la solution miracle à tous les problèmes de déplacement dans l'agglomération lyonnaise. Qui veut commencer ? Je peux commencer. Je pense que ce n'est pas la solution à tout. C'est une bonne idée, effectivement. Sur le plan théorique, c'est une bonne idée. Il y a déjà des projets qui existent, qui sont discutés entre la région et la métropole. La vraie question, d'abord, c'est le financement. Puisqu'on estime, suivant les scénarios, que c'est entre 1 à 7 milliards d'euros et que, pour l'instant, l'État, on ne sait pas trop ce qu'ils vont mettre dans cette somme. Si divisé par 10 agglomérations, il ne reste que 300 à 600 millions d'euros d'argent d'État, évidemment, on ne fera rien. Parce que les objectifs, c'est d'augmenter les cadences. Donc, c'est accepter au départ un déficit des lignes, puisqu'il y aura moins de personnes par ligne. Donc, un déficit des lignes. C'est créer des gares à l'intérieur de l'agglomération. Et créer des gares, il faut de l'espace. Et comme il y aura aussi des besoins, j'allais dire, de cadencement différents, il faut que les trains puissent se doubler. C'est toujours une des grandes difficultés. Donc, il faut rajouter des voies. Donc, on sait que ça coûte un certain prix. Damien ? Je rejoins ce que dit Étienne. La problématique, c'est déjà l'organisation et le financement. On est quand même sur une annonce qui est très politique. On va sortir un petit peu du cadre local, mais Emmanuel Macron nous annonce quelque chose comme ça, nous jette ça en pâture. C'est un peu le yaka faucon. Il a oublié que les élus travaillaient dessus depuis des années, et notamment à Lyon, mais aussi à Strasbourg, puisqu'il y a un RER qui est livré, je crois, dans une dizaine de jours à Strasbourg. Donc, les élus locaux n'ont pas attendu le président de la République. Et puis surtout, il fait une annonce il refile la patate chaude au suivant. Parce que dans son annonce, il n'y a rien. Il ne dit pas combien d'argent il va donner, comment il va accompagner des gens, comment il va recadrer tout ça. Donc là, on est vraiment dans une réponse qui est de la politique politicienne pour donner un gage aux Verts, aux écolos ou même aux autres qui attendent des démarches en matière d'environnement. À Lyon, on voit bien qu'il y a un effort qui est fait de la part des différents interlocuteurs, même s'ils ont du mal à se parler entre la métropole et la région. La région met 1,4 milliard d'euros sur la table par an. La métropole a annoncé qu'elle était prête à mettre tout de suite 500 millions d'euros sur la table, c'est-à-dire que tout le monde a envie de le faire. C'est pas si simple que ça. Et puis on a une problématique aussi de surcharge sur l'Est lyonnais. Donc comment effectivement occuper ces voies ferrées, comment arriver à avoir un cadencement. On a les TGV qui passent, on a le fret qui passe, donc il va falloir régler tout ça. Je me souviens d'un débat qui avait été lancé par Dominique Perben à l'époque, ministre des Transports, qui voulait contourner Lyon justement pour commencer à résoudre le problème de surcharge des voies. C'est pas réglé du tout. Honnêtement, je pense que ça ne se fera pas, ça ne se fera jamais, pour une problématique de foncier. On les met où les gares dans la ville de Lyon aujourd'hui ? Il n'y a plus de foncier disponible. Donc je pense qu'on est vraiment sur une annonce, un effet politique. Raphaël, on n'a pas d'argent, on n'a pas de foncier, donc le RER à la lyonnaise, c'est une bonne idée, mais elle ne se fera jamais ? On n'a pas d'argent, ça reste à démontrer. Alors, en fait, le scandale du RER à la lyonnaise, c'est que ce soit toujours pas fait. De ce qu'on entend du discours public, c'est une nécessité de développer les transports en commun. Ce sont des investissements qui sont totalement utiles, sur lesquels tous les partis politiques sont alignés depuis des décennies. Je rappelle que le RER à la lyonnaise, c'est une conférence de presse en 2005 où il y a Gérard Collomb, Michel Mercier, Jean-Jacques Kahn qui l'annonce pour une réalisation d'ici 2013. Et donc en 8 ans, ils ont fait... ils n'ont même pas fait en 8 ans, mais en 8 ans, depuis, on va dire en 17 ans, il y a eu la gare Jean Massé et puis la nouvelle ligne qui a été ouverte, la nouvelle gare, le nouveau quai à la Part-Dieu. Mais rien n'a avancé sur le projet. Donc le financement, si on le prend au niveau local, on comprend que ce soit un problème, puisque les collectivités locales, elles ne peuvent pas présenter des budgets en déséquilibre. C'est des investissements qui sont importants à la garde de leur budget. Mais l'État, apparemment, a les moyens. Je rappelle qu'on a dépensé 40 milliards d'euros depuis le début de l'année pour que le litre d'essence soit 30 centimes moins cher. 40 milliards d'euros. Juste en un an. De l'argent cramé juste pour éviter en fait, les gilets jaunes. C'est que ça, finalement, la peur panique d'Emmanuel Macron, c'est d'avoir un retour des gilets jaunes.
Si on a dépensé 40 milliards en un an, on doit pouvoir, pour de l'investissement, ce qui est quand même normalement de la dette la plus vertueuse, qui va être quelque chose qu'on va léguer, dont on va se servir pendant 100 ans, pouvoir trouver les milliards qu'il faut pour développer le RER. Étienne, ce qui coûte très cher, en fait, c'est de rentrer dans Lyon, de faire de nouvelles voies, de nouvelles stations, de nouvelles gares. Est-ce qu'on pourrait se contenter, à minima, de faire toute une couronne autour et de la desservir ensuite, de desservir le centre-ville avec des bus à haut niveau de service ou des tramways? Alors, moi, je partage l'idée. L'argent, en fait, le problème de la France et de l'État, c'est qu'il ne sait pas où mettre l'argent. Il le met au mauvais endroit parce qu'on a un taux de prélèvement obligatoire qui est très important et on s'aperçoit que De moins en moins. on est le deuxième ou troisième pays en taux de prélèvement obligatoire. Après, on l'utilise mal cet argent, ça c'est une évidence. Donc ça, c'est là. Après, effectivement, le scénario qui consiste à constater qu'on n'a pas de foncier et dire, au lieu d'arriver en centre-ville, on arrive en périphérie des tramways et des métros, et non pas de rentrer, c'est mieux parce que c'est moins cher, c'est un peu moins bien en termes de service. Puisque effectivement, il n'y a pas cet effet RER parisien, qui est l'image que l'on a, où le RER, il est à la fois train quand il est à l'extérieur de l'intramuros, mais il a un quasi-comportement de métro lorsqu'il est à l'intérieur. Alors certes avec moins de gares, mais parce qu'aujourd'hui, il y a Oulin, Vèze, en périphérie, même si Vèze c'est dans Lyon, Saint-Ex, mais sinon c'est assez restreint. Oui, mais on pourrait arriver à Mézieux, où il y a un tramway qui arrive à Mézieux. On pourrait arriver effectivement, on peut arriver à la gare de Saint-Paul, mais on peut arriver effectivement donc dans le développement, parce que de mettre de nouvelles lignes de tramway à l'intérieur de Lyon, ça reste toujours possible, puisque le foncier, on le prend sur la voiture. Alors à la fois, on évite qu'il y ait trop de voitures en ville, et à la fois, on donne une alternative directe. Donc en ça, on peut développer toujours le plus de tramways. Du foncier en ville sur les voitures, autant le donner aux piétons quand même. C'est là où il y a des besoins. Oui, mais on prend ce foncier, il y en a pour les piétons, il y en a aussi pour les tramways. Je ne pense pas que ça soit incompatible. En tout cas, Le tramway en plein centre-ville, je sais que les écologistes ont toujours aimé ça, mais le tramway en centre-ville, c'est très surpris de cet argument qui consiste à dire il y a trop de voitures en ville, on va prendre la place pour la donner au tramway. Bah non, les habitants de centre-ville, ils sont contents d'avoir des trottoirs grands pour circuler, ils sont contents d'avoir des espaces verts. Oui, mais il faut que les gens puissent arriver. Je veux dire, les tramways qui existent, tout le monde en est content. Et aujourd'hui, par l'intermédiaire des tramways, on a un service rendu très important qui coûte quand même beaucoup moins cher que de créer du métro. Donc aujourd'hui, on est quand même plus dans des politiques tramway que dans des politiques métro. Et justement, alors pour finir sur le sujet du RER, la métropole, c'est via le Citral qu'elle pourrait aider à financer ce projet. Est-ce que ça veut dire qu'en contrepartie, il faudrait abandonner des projets parce qu'on dit 1 milliard, 2 milliards, ce sont des sommes qui aujourd'hui sont économisées par le fait qu'on ne fera pas le métro, par exemple. Est-ce que ça veut dire que le Citral va être obligé d'abandonner des projets de tramway s'il veut faire un jour le RER à la lyonnaise ? Ou est-ce que les deux sont compatibles? Tout dépend moi, je pense que c'est compatible, mais tout dépend de ce que met l'État. Si l'État, comme un certain nombre de projets, il dit je participe, mais que 10% de la somme, évidemment, ça ne marchera jamais. S'il commence à mettre au moins 50 ou 60% de la somme, ça change les données. Parce qu'à service rendu, on a intérêt à déplacer les sommes d'argent sur ces projets-là. Allez, je vous propose qu'on passe à notre second sujet. On reste sur les transports avec les TCL dont les tarifs vont augmenter en 2023 pour faire face à l'inflation. Bruno Bernard, le président du Citral, a indiqué que le ticket passerait à 2 €, soit 10 centimes d'augmentation, et que l'abonnement mensuel de base serait à 69 €. On est très loin des hausses prévues à Paris. Globalement, les hausses de tarifs ne sont jamais bien accueillies, mais là, avec tous les incidents qu'a connus le réseau, notamment sur le métro, le richissime Citral n'aurait-il pas pu faire un effort plutôt que de le demander à ses clients, à ses usagers? Damien, pour débuter. Je trouve normal qu'il y ait cette augmentation. Aujourd'hui, nos déplacements sont financés à 30% par les consommateurs. Si on n'applique pas ces augmentations-là, en fait, c'est l'ensemble des Lyonnais ou des Grands Lyonnais qui vont payer un produit qu'ils n'utilisent pas forcément. Ça ne me paraît pas aberrant de l'augmenter un petit peu, vu les circonstances, l'augmentation de l'énergie, etc. Même le prix parisien qui a annoncé l'augmentation, effectivement, ça fait mal au portefeuille.
Mais il y a un moment, on ne peut pas avoir un service et pas le payer. Tous les services qu'on utilise aujourd'hui, on les paye à un moment ou à un autre. Donc je ne suis pas scandalisé par ça. Je trouve que je suis même étonné que ce soit si peu, finalement, par rapport à l'augmentation du coût de l'énergie. Je pense qu'il n'y a pas matière à râler là-dessus. Ça me paraît assez logique. Effectivement, ça fait mal au portefeuille. C'est ça, en plus du reste, en matière de consommation. Je ne pense pas que ça décourage non plus les gens qui vont être obligés de prendre les transports en commun, les 10 centimes d'augmentation. Alors le ticket unique, ça fait très cher. L'abonnement, au final, c'est quand même, par rapport au service rendu, ça ne fait pas quelque chose de très très cher. Raphaël, je vous ai senti un peu outré par la position de Damien. Outré, peut-être pas. Non, mais je suis surpris de l'argument. Quand vous prenez votre voiture, c'est vrai aussi, quand vous prenez votre voiture, vous utilisez une route qui est payée par le contribuable. Et celui qui est piéton toute la journée paye avec ses impôts les routes, pour que, même s'il ne l'utilise jamais. Donc en matière de transport, on finance toujours les déplacements des autres. Sur les transports en commun, moi, là où je suis assez peu d'accord avec cette hausse, c'est que je trouve que c'est une hausse qui est très forte, on avait déjà justifié des abonnements très élevés à l'époque de Gérard Collomb. Ça scandalisait les écologistes quand ils étaient dans l'opposition, avec l'argument c'est les entreprises qui payent pour les salariés, de toute façon c'est pas un problème, les entreprises payent la moitié, donc c'est bon, on peut doubler le tarif de l'abonnement mensuel. Sauf que il n'y a pas que des salariés dans une ville, il y a beaucoup aussi de gens qui sont... alors, les précaires ont des tarifs aidés, mais il y a beaucoup de gens qui sont sur des statuts indépendants. Et 69 € d'abonnement mensuel, on est quand même sur un budget transport qui est vraiment pas négligeable. Damien? Je suis tout à fait d'accord. Sauf qu'il y a un moment, il faut pouvoir trouver de l'argent quelque part. La question qui se pose, c'est où on prend l'argent. Est-ce qu'on le prend chez tout le monde ou est-ce qu'on le prend chez les consommateurs? Les consommateurs, aujourd'hui, quand ils prennent un métro ou un tramway, ils financent 30% seulement du coût réel. Donc il faut faire des choix et je pense que le meilleur choix, ça a été effectivement de se dire ce sont les consommateurs. Quant aux routes, elles étaient là avant, elles servaient à tout le monde et elles servent encore à tout le monde. Ce n'est pas parce qu'on est utilisateur des TCL qu'on n'utilise pas la route à un autre moment. Et quelqu'un qui utilise sa voiture en revanche en permanence n'utilise peut-être jamais les transports en commun, donc l'argument ne tient pas la route. Étienne, on ne vous a pas encore entendu sur le sujet. Alors, moi je suis un petit peu gêné parce que sur le plan théorique, ça reste effectivement assez modéré. Les précaires ne sont pas augmentés, donc c'est assez nuancé. En revanche, à titre personnel, je trouve que ça arrive à un mauvais moment et ça casse, j'allais dire, le vrai débat sur ce qui se passe actuellement au niveau du Citral et de Keolis. Aujourd'hui, la délégation de services publics, dont on annonce la fin, certes, pour 2024, avec un lotissement, avec une nouvelle organisation, on paye très cher aujourd'hui la politique de Gérard Collomb d'avoir un seul prestataire qui s'appelle Keolis et qui ne rend pas le service. Donc on fait une augmentation au même moment où ça ne fonctionne pas. Donc moi j'aurais, à titre personnel, différé cette augmentation au moment où il y a une véritable reprise de l'activité, où il n'y a pas autant de bus qui sont arrêtés par manque de chauffeurs. L'histoire de Keolis, c'est quand même très important. Le principe du privé qui serait meilleur que le public, c'est parce qu'il y a de la concurrence. C'est le grand principe. On nous dit il y a de la concurrence, donc ils vont se battre et ils vont nous faire le meilleur projet. Or, ce qu'a fait Gérard Collomb, c'est qu'il a cassé la concurrence. Il a cassé la concurrence parce qu'un jour, il a dit « Moi, je donne systématiquement à Keolis pour qu'il fasse la tour InCity. » Ou plus exactement, pour que la SNCF, maison mère de Keolis, s'installe dans InCity et que le promoteur puisse rentabiliser l'immeuble InCity. C'est scandaleux ce qui a été fait. Bilan de l'opération. Ça n'a jamais été avoué comme ça, parce que ce serait illégal. C'est écrit dans la presse, c'est jamais dénoncé, tout le monde le sait. Ça a même été dit par de nombreux journalistes. Donc c'est une... Oui, non, mais on est d'accord. J'en fais partie, mais ça n'a jamais été assumé tel quel, parce que c'est totalement illégal. C'est totalement illégal. Enfin, ça a été... Bon. En tout cas, Transdev était mieux disant. On l'élimine la première fois. La deuxième fois, la même chose. Il y a même des contentieux là-dessus pour dire qu'il va se passer ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils ne prennent aucun risque, etc. Eh bien, le troisième, ce contrat-là, il n'y avait même pas de concurrence. Bilan de l'opération, eh bien, Gérard Collomb a mis la métropole les bras liés face à Keolis et on en paye le prix fort. Donc là aujourd'hui, eh ben moi je pense qu'il faut dire cette vérité. Il faut dire qu'on vit aujourd'hui
les erreurs de Gérard Collomb qui sont catastrophiques sur ce sujet-là, et puis de dire, ben voilà, il faudrait augmenter, je vous annonce l'augmentation en 2023, qui reste modérée, mais je la diffère de 6 mois pour effectivement que la reprise soit faite et qu'on n'ait pas l'augmentation au même moment où les bus ne marchent pas. Vous, Damien, sur le timing, vous n'étiez pas chafouin? Annoncer une hausse dans 6 mois alors qu'on ne sait pas de quoi demain est fait, autant la faire tout de suite. Évidemment, je suis chafouin dès qu'on augmente quelque chose. Je suis comme tout le monde. Je n'ai pas du tout envie d'avoir une inflation dans ma vie de 10% surtout. Donc, je peux comprendre que les gens soient chafouins pour le coup. Mais puisqu'il faut le faire, j'entends tout ce que dit Étienne concernant les problématiques de marché. Aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est un problème d'énergie, surtout, et de coût de fonctionnement. Donc, comme partout, il va falloir augmenter. Et il faut prendre la décision. On le fait maintenant, on le fait dans 6 mois, on le fait dans 1 an. Aujourd'hui, ça tombe effectivement mal, parce qu'au moment où on a des pannes à répétition, donc c'est vrai que le timing n'est pas forcément très bon. Mais annoncer, on va peut-être augmenter dans 6 mois, alors qu'on ne sait pas dans quel état sera l'économie française dans 6 mois. Et je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure, mais je pense qu'à partir de février-mars, on va avoir un paquet d'entreprises qui vont mettre la clé sous la porte et que notre économie ne sera pas vaillante. Donc je pense qu'il vaut peut-être mieux le faire maintenant. Oui, ça se discute parce que, encore une fois, on applique l'inflation aux gens avant qu'eux aient eu peut-être une augmentation sur leur salaire. Donc c'est un effort supplémentaire qu'on demande à tout le monde. Évidemment qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans des situations où ils ont pu négocier des augmentations de salaire pour faire face à ça, mais il y a beaucoup de gens pour qui ce n'est pas le cas. Et là, l'augmentation, ça veut dire qu'on va leur demander un effort supplémentaire à partir de janvier pour prendre les transports en commun. Alors, quelque part, économiquement, le choix n'est pas mauvais parce que je ne pense pas effectivement que ça la déporte vers la voiture. Les gens qui ont fait le choix vraiment d'utiliser les transports en commun, ils ne vont pas demain reprendre leur voiture parce qu'en plus, souvent ils n'en ont plus. Ils sont passés sur d'autres modes de transport en commun. Donc, quelque part, ils sont devenus captifs des transports en commun. Je trouve ça d'autant plus injuste de les faire payer plus cher. Troisième sujet du jour, il concerne le changement de style que l'on peut observer chez certains de nos élus écologistes. Ils ont récemment pris des décisions fortes et pas nécessairement de gauche. On parlait la semaine dernière de la réquisition des chauffagistes de la ville de Lyon. Cette semaine, la métropole a cassé la grève du centre d'échange de Perrache en envoyant une société privée pour nettoyer les lieux. Ce même Bruno Bernard qui a publiquement pris position contre les actions des militants écologistes de dernière rénovation qui ont encore bloqué un axe à Lyon ce jeudi matin. Et puis Lyon Mag révélait enfin cette semaine que Grégory Doucet voulait muscler sa politique de sécurité à la rentrée de 2023. Étienne, vous connaissez les deux hommes, Grégory Doucet, Bruno Bernard. Est-ce qu'il y a une version d'eux avant et après pouvoir? Est-ce que vous les reconnaissez encore aujourd'hui? Alors, c'est un peu compliqué de les reconnaître ou de ne pas les reconnaître. Moi, mon opinion d'abord, c'est que si on prend par exemple l'exemple du blocage qui a été fait, c'est une action totalement écologiste, c'est une action totalement non violente. Les gens étaient assis par terre, donc l'image du terrorisme écologiste, comme certains voudraient le faire croire, c'est scandaleux. C'est effectivement ce qu'ont fait les écologistes de tout temps et qu'ils ont raison de continuer à le faire. Et que l'écologiste le plus puissant de la région dise que ce n'est pas une bonne solution, ça vous choque? Alors, je pense que moi, je pense que ça fait partie du débat qu'il y ait des écologistes. De tout temps, les Verts ont eu ce discours, c'est-à-dire qu'on a besoin d'écologistes forts, j'allais dire, qui sont des prophètes. C'est-à-dire ceux qui, quand il y a une rivière, ils vont de l'autre côté de la rivière, ils montrent le chemin d'où on va aller et qui, j'allais dire, s'opposent. S'ils n'existaient pas, on ne constaterait pas que finalement, on est à la COP 27. Ça veut dire qu'il y a quand même eu 26 COP avant, hein, a priori. Donc la COP 27, on constate quoi? Encore 1% d'augmentation des gaz à effet de serre. Ça fait 26 fois qu'on promet qu'on va baisser. Donc c'est légitime, surtout des jeunes qui sont donc cette génération future qui va payer le prix fort du réchauffement climatique. Et on a un réchauffement climatique devant nous qui est catastrophique. Ça veut dire il y a déjà des îles qui sont obligées de déménager parce qu'ils ne peuvent plus rester. On aura une immigration. On est 8 milliards de citoyens du monde, 8 milliards, mais dont 1 milliard ne mange pas à sa faim. C'est ça la réalité. Donc on voit bien que face à ces problèmes, il est légitime que des gens, de façon avec des actions fortes, que ça soit d'ailleurs de mettre un peu de peinture, pas de peinture, de confiture, pardon, ou de potage sur des vitres de tableaux célèbres.
moi je trouve que c'est des actions qui sont tout à fait légitimes. Après, quand on est dans l'institution, évidemment, on ne va pas les encourager. On ne va pas les encourager, mais parce que ce n'est pas le rôle de gens qui sont dans les institutions et qui essayent, j'allais dire, en restant de l'autre côté de la rivière, de faire avancer les choses. Ce sont deux rôles et je crois que l'écologie marche sur ses deux pieds. Et moi, je trouve très très bien ces manifestations qui continuent à exister. Raphaël, est-ce que vous trouvez que Bruno Bernard, Grégory Doucet ont un peu pris le costume dans lequel ils étaient censés rentrer il y a 2 ans? Oui, enfin, qu'ils soient censés rentrer il y a 2 ans, ça aurait été beaucoup de leur demander, parce que leurs prédécesseurs n'y étaient pas arrivés non plus. Hein. Souvenez-vous des 2 premières années, ça date un petit peu, on va faire l'histoire. On va parler évidemment des 2 premières années de Gérard Collomb, qui étaient quand même assez confuses, avant que progressivement se dessine ce à quoi allait ressembler son mandat. Je rappelle que le premier mandat de Gérard Collomb, tout le monde avait dit, heureusement qu'il a gagné une année, heureusement qu'il est passé à une année supplémentaire parce qu'il y avait un problème d'agenda électoral et qu'il y a eu une décision à la fin du gouvernement Jospin, parce que ça lui a permis d'inaugurer à la fois les berges du Rhône et Vélove, et qui ont été les symboles du premier mandat, et après il a gagné assez facilement. Mais sinon, on aurait été dans une période un peu de chantier où il n'aurait pas eu le temps de mettre en place ça, et la transformation aurait été difficile. Donc là, ils n'auront sans doute pas cette chance-là, les écologistes, mais on pourrait me dire juste avant aussi Thierry Philippe. Thierry Philippe, souvenez-vous, c'était sous Raymond Barre, mais Thierry Philippe qui voulait incarner la succession, qui a mis 2 ans avant de sortir le plan tramway et repenser les transports en commun de l'agglomération, redynamiser finalement le premier mandat de Christian, pas de Philippe, le frère, le premier mandat de Raymond Barre. Il y a eu, pareil, ces 2 premières années un peu de flottant, et pourtant c'était Raymond Barre le maire, pour que Christian Philippe, excusez-moi, présente ce plan tramway et donne un peu de corps au premier mandat de Raymond Barre. Donc 2 ans pour prendre le costume, ça me paraît normal, mais maintenant on rentre vraiment dans le monétaire. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus le temps, plus le droit à l'erreur. Hein. S'ils veulent réaliser quelque chose avant la fin du mandat, c'est vraiment maintenant que ça doit se mettre en œuvre. Et effectivement, c'est important qu'ils soient à leur dimension. Le maire de Lyon, je pense, effectivement, n'avait sans doute pas compris qu'il avait un rôle à jouer en matière de sécurité, qu'il était attendu sur ce terrain-là. Donc, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle qu'il annonce des choses. On verra ce qu'il va annoncer concrètement. Et Bruno Bernard, vis-à-vis des militants écologistes, effectivement, c'est un peu chacun dans son rôle. Le président de la métropole ne peut pas dire à bloquer le périphérique tous les jours, effectivement, mais on voit d'ailleurs qu'il n'a pas d'influence sur eux, parce que il a dit ça le vendredi, ils auront mis ça le mercredi. Damien ? Ça s'appelle l'exercice du pouvoir. On découvre le pouvoir, on a besoin de s'installer, ça touche toutes les étiquettes politiques. Quand on découvre, on met un peu de temps. Bruno Bernard va condamner les actions de blocage du périph', etc. C'est normal, puisque c'est une minorité. Même si on peut discuter du fond de l'opération, de la forme, etc. C'est normal, mais si je peux me permettre, si je reviens, quand il y avait eu l'action contre Bayer dans le 9e arrondissement et que des militants avaient décroché le drapeau français de la mairie du 9e arrondissement, place Valmy, vous aviez l'adjoint à la sécurité, si je ne dis pas de bêtises, qui avait dit que parfois les actions devaient être un peu violentes et que ça se justifiait. Il est adjoint à la mairie du 9e et il justifiait le fait qu'on puisse brûler le drapeau français. Alors, évidemment que je ne vais pas abonder dans ce sens-là, mais il y a une différence entre avoir une opération coup de poing visible, où on fait de la com pour faire passer un message, et une opération coup de poing visible où on emmerde tout le monde, parce qu'il n'y a pas d'autre terme. Donc là, Bruno Bernard, il fait quoi? Il regarde où est la majorité, où est la minorité. Il se dit, en fait, les Lyonnais, on leur casse les pieds, une dizaine de jeunes, à tort ou à raison sur le message, viennent leur casser les pieds. Il y a un moment, il est assez réaliste. Alors après, rebondissons quand même sur Grégory Doucet et son annonce de prise en main de la sécurité lyonnaise. Ça fait quand même 2 ans qu'il dit l'inverse, que ce n'est pas du tout une priorité. Pour l'instant, il n'a rien annoncé d'autre que je vais commencer à y réfléchir. Tant mieux, je suis d'accord, tant mieux, mais j'ai peur. Qu'est-ce qu'il va nous annoncer? Est-ce qu'il va nous annoncer des pièces de théâtre pour dire aux délinquants que ce qu'ils font, c'est pas bien? Parce que la sécurité, il y a plein d'approches différentes. Donc, je dis tant mieux si enfin il réalise qu'il a fait une erreur. La prévention, ça marche pas si mal. Hein. Mais la prévention, c'est regardez utile, le bilan des caméras de vidéosurveillance dans la région. Mais on n'est pas dans le monde de oui-oui. Et la prévention par rapport à des délinquants qui n'ont plus aucun cadre,
qui n'ont pas été éduqués, qui n'ont pas été élevés et qui savent pertinemment qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, qu'ils ne sont pas sûrs du tout d'aller en prison ou d'avoir une sanction derrière, c'est gentil la prévention, mais ça ne suffit pas. Et moi, ce que je crains, c'est qu'ils nous fassent une énorme annonce, comme il l'a dit, en 2023, en disant on va mettre plein de pognon sur la table pour faire de la prévention, ce qui ne servira à rien, parce que la prévention seule ne sert à rien. Il faut de la répression et de la prévention. Il ne faut pas que de la répression non plus, que les choses soient très claires. Toutes les annonces ces dernières années sont Mais toujours autour de la répression, avec des résultats qui sont quand même... On rejoint laissent quand même à exactement l'annonce d'Emmanuel Macron sur le RER, c'est-à-dire Yaka Faucon, je vais vous annoncer un super truc, on est tous Pour en l'instant, attente. il n'a rien annoncé encore. Mais on attend. C'est même Lyon-Mac qui dit qu'ils vont annoncer. Emmanuel Macron n'a rien annoncé. Il a dit Yaka Faucon. Ben, pour l'instant, on attend de voir ce qu'il va nous annoncer. J'y crois pas une seule seconde sur le fait que, ça y est, il va décider de mettre de la vidéoprotection, d'avoir plus de policiers, etc. etc. Aujourd'hui, cette annonce... Plus de policiers, c'est ce qu'ils font. Aujourd'hui, cette annonce, elle est liée au fait qu'enfin, il arrive à avoir à peu près le nombre de policiers municipaux. Ce n'est pas la solution à tout, même si c'est très bien, ce n'est pas la solution à tout. J'ai du mal à croire que subitement, notre bon maire de Lyon se dise la sécurité, ça devient ma priorité. Ça peut être intéressant, Étienne, d'avoir, je vous laisserai continuer ensuite, mais d'avoir votre position sur les attentes d'un écologiste vis-à-vis de Grégory Doucet sur la sécurité. Vous avez eu sur ce plateau déjà des positions assez tranchées sur les forces de l'ordre, sur la sécurité. Est-ce qu'on attend, quand on est militant ou ancien élu ou habitant avec une vocation écologiste, quelque chose du maire d'un point de vue sécuritaire ? Alors, moi sur la position, il faut quand même que chacun fasse son rôle. Il y a l'État qui est chargé de la sécurité et ce n'est qu'un accompagnement municipal. Donc, les municipalités sont en seconde position. Il y a une police d'État et je ne suis pas pour la démultiplication des polices, et ni la guerre des polices qui en découlerait automatiquement comme dans certains pays. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que la vocation des écologistes, c'est la vraie sécurité. On peut s'apercevoir, et les chiffres viennent de sortir, c'est très intéressant, c'est que la surmortalité par le Covid dans les villes qui étaient trop polluées. Eh bien, la bataille, c'est bien une bataille de pollution dans l'intérieur des villes. Le but de la sécurité, c'est de diminuer le nombre de morts anormaux. Voilà. Donc, c'est pas normal de se prendre un coup de couteau en rentrant chez soi non plus. Oui, mais c'est pas normal que des gens qui sont des piétons, eh bien, finalement, vont avoir un taux de survie plus faible, simplement parce qu'il y a de la pollution atmosphérique. C'est exactement ce que je crains comme discours dans la bouche de notre futur maire, c'est de dire, bon, il y a la sécurité qu'on peut tout à fait entendre, la sécurité sanitaire, la respiration, etc. Mais donc, on va mettre le paquet là-dessus, puis on oublie les coups de couteau qu'on peut recevoir dans la rue. C'est exactement le discours. J'attends en janvier de la part du maire de Lyon. Ça fait rire des genoux la moitié des Lyonnais qui n'osent plus, à la tombée de la nuit, circuler dans la ville de Lyon, où on leur explique que peut-être ils vont mourir d'un cancer dans 20 ans, mais alors que le coup de couteau qu'ils peuvent recevoir dans la semaine, c'est pas du tout une priorité. Est-ce que c'est exactement ce qu'on va entendre dans quelques semaines? Mais quand vous regardez les chiffres de meurtres en France, on est dans les pays les plus bas du monde. Est-ce que vous voulez le régime américain avec les armes pour se faire son auto-sécurité et vous avez 6 à 7 fois plus de morts par habitant, par meurtre, aux États-Unis qu'en France? Il y a un moment, il faut savoir choisir. Vous me faites dire des choses que je ne dis pas. Je partage. Vous me faites dire des choses que je ne dis pas. Je vais dire du bien de Macron. On a fait une grande messe, ça ne va pas changer grand-chose, mais c'est mieux de l'avoir fait que de ne pas l'avoir fait pour faire ramener les armes. C'est un symbole assez fort, ramenez vos armes. Des gens ont ramené des armes qui dataient de la guerre de 14, dont ils ne se servaient pas. Je ne sais pas si ça va changer fondamentalement les choses. Pas sûr que les délinquants aient décidé de rapporter leurs armes cette semaine. Non. À mon avis, ils se disent c'est chouette, on va être les derniers à en avoir. Mais... Moi, je pense que ça va permettre de plus facilement réprimer la présence d'armes non déclarées dans un certain nombre de gens, puisque quand vous faites des perquisitions et que vous trouvez des armes, vous pouvez... Et là, il y aura une légitimité encore plus forte de la répression, entre guillemets, puisqu'ils avaient la possibilité de les rendre, ils ne les ont pas rendus, et ils ne pourront pas dire « Ah, j'avais oublié le fusil de mon grand-père ». Voilà. Donc, je pense que c'était symboliquement important de le faire. Donc, vous voyez, je peux dire du bien parfois de Macron. Je ne suis pas là pour défendre Emmanuel Macron. Voilà, mais je pense qu'on a, c'est effectivement le pragmatisme de se battre sur toutes les sécurités, et la sécurité sanitaire, aujourd'hui, est une des plus importantes. Aujourd'hui, on a quand même pratiquement plus d'eau qui n'est pas polluée, parce qu'on a mis trop de pesticides et de produits de cette nature. L'eau réellement potable
on a moins de 15% dans le monde d'eau réellement potable. Ce sont les derniers chiffres qui sont sortis. Donc on est face à une crise environnementale sans précédent qui va amener des situations extrêmement dramatiques. Et c'est ça la priorité. Parce que quand on observe qu'on est 8 milliards de personnes, qu'il y en a pratiquement 1 milliard qui souffrent de la faim, eh bien, on va se retrouver forcément. Il y a des gens très pragmatiques, disons, c'est pas bien grave, il y aura un peu de guerre, un peu de crise sanitaire, et puis un peu de ceci, et puis de toute façon, les choses vont se réguler. Non, moi je pense qu'il faut trouver les moyens de réguler dans la paix ces situations-là et le plus rapidement possible. Alors, et pour donner un simple exemple, dernier exemple, je disais qu'il y avait 1% de trop encore cette année de gaz à effet de serre. 1%, c'est la production des gaz à effet de serre par les jets privés. Ah, mais on n'arrête pas les jets privés parce qu'on ne veut pas arrêter les jets privés. Il y a un moment, il faut savoir ce qu'on veut. 1% de la production des gaz à effet de serre provient des jets privés, de 25 000 jets privés et d'une minorité de gens pleins d'argent qui se déplacent en jet privé. Il y a un moment, il faut arrêter ça. C'est aussi simple que ça. Et on ne peut pas continuer à dire « Ah oui, mais moi, je pollue peu ». Bien sûr, sur 8 milliards de personnes, 8 milliards de personnes, à titre personnel, polluent peu. Mais en réalité, collectivement, on finit par polluer peu. Vous avez quand même là d'emmener tous les sujets vers l'environnement. Là, vous êtes en train d'opposer. Il n'y a pas matière à les opposer, parce que j'entends ce que vous dites. Il n'y a pas il rééquilibre le temps de débat médiatique. Il n'y a pas matière à opposer la délinquance dans la rue aux problématiques de santé publique. Là, on peut traiter les deux. Mais là, aujourd'hui, je pense que l'annonce qui est plus ou moins faite, elle porte sur les délinquances dans la rue. Et vous arrivez encore à dévier sur une problématique environnementale. Chaque fois qu'on aborde un sujet, en fait, tout est environnemental. J'entends ce que vous dites. Non, mais en s'entend. Les gens qui ne sont pas des verts ne sont pas des autistes. Nous entendons ce que vous dites. Mais on a une oreille. Sans opposer, je regarde les chiffres. En 100 ans, depuis une centaine d'années, le nombre de morts par meurtre, c'est-à-dire le coup de couteau dans la rue, comme vous dites, en 100 ans, il a diminué par 10. Mais l'insécurité, c'est pas que le meurtre. Et les morts par la pollution, ils ont au contraire augmenté a priori par 10. Donc, et ce n'est pas sur les mêmes nombres. L'insécurité, ce ne sont pas que les meurtres. Vous êtes en fait toujours dans les extrêmes dans vos démonstrations. L'insécurité, c'est un ensemble de petites choses, c'est de la délinquance du quotidien. Ce n'est pas uniquement les meurtres. Si on regarde que les meurtres, oui, si on regarde les viols, les chiffres sont beaucoup plus élevés que les meurtres. Si on commence à regarder les sacs à main qui sont arrachés dans la rue, on va encore plus loin. Donc en fait, vous ne regardez que les chiffres qui vous intéressent et vous opposez un problème de délinquance à un problème d'environnement qui n'ont pas matière à être opposés. C'est juste pour dire que c'est ce que j'attends du maire de Lyon en janvier. Il va nous faire une grande annonce sécuritaire, mais il va oublier la délinquance. On ne peut pas prouver qu'il y ait plus de viols aujourd'hui que dans le passé, ils sont simplement plus déclarés. Plus de viols que de meurtres. Mais plus de viols que de meurtres, mais les viols ne sont pas forcément en augmentation, ils sont plus déclarés. On vérifiera les chiffres et on attendra... Sur les morts de la pollution, d'ailleurs, je ne suis pas sûr que vous ayez raison, parce que au plein cœur de la révolution industrielle, le nombre de morts par pollution était très important aussi. Oui, mais sur des petites zones. Donc globalement, à l'échelle du monde, c'est pas évident. Nous n'étions que moins de 2 milliards sur Terre. Nous sommes 8 milliards bien sûr. L'intoxication des habitants des villes a quand même baissé ces dernières décennies. Bon, on a un peu dévié sur le débat. On vous réinvitera tous pour évoquer les fameuses annonces de Grégory Doucet dans plusieurs semaines. C'est la fin de notre émission. Merci pour ces échanges. Merci à vous qui nous regardez. Vous pouvez bien sûr commenter, partager la vidéo et vous abonner. Je vous dis à la semaine prochaine.